Depuis le lancement de l'iMac Pro en décembre dernier, pas la moindre nouveauté Mac n'est à signaler en 2018. Alors à quand une mise à jour du MacBook Pro plus puissante et qui résoudrait ses problèmes chroniques de clavier? Quid d'un vrai nouveau design pour l'iMac? Le Mac mini est-il mort et enterré? Faut-il investir dans un iMac Pro ou attendre enfin un Mac Pro pour la fin de l'année? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitLemac.com. Vous nous retrouvez également sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes et podcast en une version HD ou une version audio. Nouveauté, une version audio que vous retrouvez sur TuneIn, pratique pour écouter ORLM sur des enceintes Sonos. Sur notre app ORLM pour iOS, disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV. Enfin, n'oubliez pas de suivre On refait le Mac sur Facebook, Twitter, mais aussi désormais sur Instagram. En plateau, il a été longtemps marqué au fer rouge par Microsoft avant de voir la lumière avec macOS puis iOS. Thierry Derouet, journaliste et consultant. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour Didier, bonjour à tous. La lumière, c'est plutôt qu'un jour tout s'est assombri avec Microsoft. Il ne vaut mieux tard que jamais, mais c'est vrai que tu as viré totalement ta culture en l'espace de quelques mois. Ouais, j'ai fait mon coming out sur le tard. Il vaut mieux tard que jamais, encore une fois. Autre chroniqueur en duplex depuis Lausanne et la rédaction de Mac Forever, il peste tous les jours ou presque sur son MacBook Pro, son clavier, fidèle à sa réputation de Jean-Pierre Coff de la tech. Autant dire que durant cette émission, il va pouvoir se lâcher, se mettre en colère et balancer des saucisses, voire même des MacBook Pro. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Le Mac, c'est de la merde, Olivier. Alors, c'est rigolo parce que Microsoft, tu vois, dès que je vois leurs produits en ce moment, genre le Surface Studio, je trouve ça magnifique. Je trouve ça dommage qu'Apple n'ait pas fait quelque chose comme ça. Et justement, ils ont bien fait leur retour, même si, bon, j'ai pas l'impression qu'ils en vendent des caisses, mais... Ouais, il y a un vrai nouveau design pour une machine intégrée, on en rêve pour un nouvel iMac. Justement, qu'est-ce que vous attendez des nouveaux Mac, des prochaines générations de Mac? C'était justement la question de la semaine. Thierry, quel est le chiffre de la semaine? Alors, la question était, à l'origine, qu'attendez-vous le plus d'Apple côté Mac? Ouais. Alors, 33%, c'est pas surprenant, c'est un nouveau design pour l'iMac. On en parlait à l'instant. C'est vrai que ça commence à dater. Mais on va voir ça tout à l'heure. Ouais, plus que ça, en fait, on s'aperçoit. Mais on va détailler ça. 29%, c'est pour un nouveau Mac mini. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut peut-être l'enterrer? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'a pas bougé depuis presque 4 ans, mais passons. 21% pour un nouveau Mac Pro. Bon. Est-ce que c'est logique? Je ne sais pas. Et la dernière? Et 17%, c'est pour la généralisation de la Touch Bar. Ouais, la Touch Bar qui reste aujourd'hui confinée uniquement au MacBook Pro. Il n'est ni sur les MacBooks, encore moins sur les MacBook Air. Et toujours pas sur les machines de bureau, évidemment. Rappelons encore une fois que des mises à jour se font attendre depuis des mois, voire des années chez Apple. C'est vraiment un immobilisme incompréhensible. On l'a déjà passé, c'est cela dans cette émission. Regardez, la dernière mise à jour du Mac Mini date de octobre 2014, près de 4 ans. C'est dingue, quoi. C'est plus de... regardez le nombre de jours, plus de 1300 jours, c'est quand même fou. Quant au Mac Pro, sa dernière évolution date de décembre 2013, sachant qu'il avait été annoncé au juin de la même année, donc il y avait en plus 6 mois, il y a 6 mois normalement à ajouter, souvenez-vous de Phil Schiller sur scène. Mais entre-temps, ils ont déclaré qu'ils travaillaient à une machine modulaire et on l'attend toujours. Et tu parlais de l'iMac un instant, Thierry, sa dernière mise à jour date il y a 1 an, entre guillemets seulement, avec la version Pro dont on va parler aujourd'hui, qui est disponible que depuis le mois de décembre 2017. Mais son design commence sérieusement à dater. Enfin, le MacBook Pro qui est absent de notre sondage cette semaine, qui lui aussi a été mis à jour il y a déjà 1 an.
et lui qui nécessite également un rafraîchissement, ne fût-ce que pour corriger ses défauts de jeunesse, on va en parler également dans ce prochain chapitre, parce qu'effectivement, il a eu quelques soucis, notamment du côté du clavier. Mais auparavant, si vous êtes d'accord, un clin d'œil à notre parrain Crucial et son dernier SSD, le Crucial MX500. Il est disponible en différentes capacités, jusqu'à 2 Tera, et se décline en 2 formats. 2,5 pouces et M2 et profite de l'efficacité de la technologie 3D NAND. Nouvelle génération de Micron, facile d'installation, il s'adapte à la plupart des anciens Mac. L'utilisation du scanner système Crucial permet en effet de garantir la compatibilité du SSD avec un ordinateur. Apple, pour doper ses performances et démarrer votre Mac en quelques secondes. Sachez qu'il est garanti 5 ans et que sa livraison est gratuite. La qualité Micron pour un niveau de fiabilité supérieur. En clair, si vous attendez de nouveau Mac, le plus simple c'est de mettre à jour votre ancien modèle. Vous allez voir qu'avec un SSD, il va être transformé. Place au chapitre suivant. Où est passé le nouveau MacBook Pro? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, car Didier, Apple dispose carrément de tout sur la table pour le mettre à jour et il ne se passe rien. On l'attendait à la WWDC et rien n'est arrivé. Non, c'est un petit peu triste parce qu'effectivement, ça aurait été bien, d'autant que bon, la version 2017, il y avait quand même pas beaucoup de nouveautés, hein, même les puces avaient quasiment pas évolué. Ouais. Et moi, je me demande quand même si cette histoire de clavier qui a défrayé la chronique, sur lesquels ils ont communiqué, là on va en parler juste après, mais si c'est pas quand même le déclencheur de ça, qui sont pas dit que là quand même, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Une révision un peu plus importante. Ouais, vraiment, de revoir totalement le clavier. Ça peut prendre du temps, hein. Ouais, en 2 mots, avant de revenir sur le clavier, c'est vrai qu'on s'attendait à un speed bump, comme on dit Thierry, hein, à le voir arriver la nouvelle génération de puces Intel. Là, ils ont été présentés il y a quelques mois par Intel, la génération Coffee Lake, hein, le Core de 8e génération à 6 cœurs, qui sont disponibles y compris pour les portables. Ils arrivent sur PC et Apple avait historiquement la même... La main, et il avait même une exclusivité pour produire des machines avant tout le monde, et puis là il ne se passe rien, donc c'est quand même assez incompréhensible, et on se doute bien qu'il y a quelque chose qui se cache, qui se trame derrière tout ça. Alors il y a peut-être plusieurs scénarios possibles, hein. D'une part, c'est que la génération des Coffee Lake sont peut-être pas suffisamment avec un niveau de qualité attendu. D'autre part, il ne faut peut-être pas oublier que les annonces récentes d'Apple a peut-être mis un peu d'huile sur le feu avec les relations avec Intel, oui. Hein, parce que quand on déclare peut-être éventuellement qu'on va les abandonner, les laisser avec sur le chemin. Perspective de voir arriver des applications iOS, enfin de faire tourner des applications iOS sur Mac. Ce qui sous-entend qu'à terme il y aurait des puces ARM, mais c'est sous-entendu, c'est pas tout à fait, officiel. C'est sous-entendu. Bon. Donc voilà, qui sait? Et effectivement, comme le dit Didier, peut-être que ça cache aussi d'autres soucis techniques qui ne sont pas que liés aux composants, on va dire, qui viennent de l'extérieur. Hein. Ouais, il y avait urgence de répondre aux soucis des claviers papillons des MacBook Pro. Hein. Il y avait déjà une pétition, Didier, qui avait réuni près de 27 000 signatures qui demandaient à Apple de lancer un programme de remplacement pour le clavier papillon du MacBook. C'est une classe action qui également ont été lancées aux États-Unis, des recours collectifs qu'on appelle là-bas, notamment en Californie. Et puis c'est vrai qu'autour de nous, on le voit. Moi, je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas un problème avec ces claviers. Quel est exactement le problème, si tu peux le décrire, Didier ? Alors, qu'on soit clair, c'est pas un problème purement technique, c'est plus un problème de conception. C'est-à-dire que ton clavier va, entre guillemets, s'encrasser. Ils ont un problème au niveau des connecteurs, en fait. C'est-à-dire que le connecteur peut arriver à ne plus répondre dès qu'il y a la moindre petite micro-poussière qui arrive à se mettre dedans. Ce qui fait que, si t'es un petit peu doué, si t'as une bonne bombe à oxygène, etc., t'arrives à t'en sortir, hein, même en soufflant dessus. Des fois, il y en a qui y arrivent. Mais en fait, le mécanisme est tellement complexe, parce qu'ils ont fait des touches qui sont très très fines. Hein. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est très très dur d'y accéder. Si tu enlèves les touches, moi on m'a fait une démo en Apple Store, la fille l'a cassé devant moi, alors qu'elle n'avait pas prévu de le faire. Hein. Il faut des outils vraiment très spécifiques. Hein. Moi je vous déconseille vraiment d'essayer de sortir les touches parce que vous allez le péter. Et du coup, c'est vrai que tout ça mis de bout en bout fait que pour un problème de poussière, finalement, tu te retrouves à devoir changer donc le top case de ta machine, c'est-à-dire toute la partie clavier, batterie, enfin toute la partie supérieure, ça va coûter alors très cher, que en plus, à Apple, tu ne résous pas le problème. C'est-à-dire que le problème peut revenir le lendemain de ta réparation. Et en fait, ils ont vraiment ce problème de conception. Alors, ils te parlent effectivement d'un petit nombre d'utilisateurs. Nous, à la rédaction, on a eu tous le problème et plusieurs fois. Donc, moi aussi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont le même problème. J'ai l'impression que c'est un très gros problème quand même. Et j'ai l'impression que ça peut être quand même effectivement à l'origine de ce retard, de repenser ça. Mais c'est pas évident de le repenser parce qu'il faut quand même, là, s'ils veulent garder un form factor quand même assez fin, il leur faut quand même un mécanisme. Ils peuvent pas te mettre un gros clavier mécanique, par exemple, comme chez Razer et compagnie, quoi. Alors, le symptôme que vous rencontrez si vous avez cette génération ça concerne uniquement les MacBook Pro et les MacBook, hein,
aussi, avec le fameux clavier élargi et affiné. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez des caractères qui se répètent lorsque vous tapez, si vous avez des caractères qui sont ignorés, s'il y a des touches qui se bloquent, voire carrément des touches qui se détachent, il vaut mieux aller du côté de l'Apple Store. Alors, Apple, tu disais, recommande l'usage d'une bombe à air sec. Vous savez, ce qu'on utilise pour nettoyer ses ordinateurs et déloger des poussières pour en causer des problèmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et puis, enfin, c'était cette semaine, Didier, Apple a finalement annoncé un programme de réparation du clavier des MacBook et des MacBook Pro pour une réparation gratuite. Il était temps. Oui, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ? Là, ils sont sous garantie, donc ils te le prennent en charge aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu cette garantie à 4 ans pour le clavier. Donc tes MacBook Pro, tu vois, 2016, tes MacBook de 2015, tu as encore quelques années devant toi. Mais le problème, c'est qu'ils te le réparent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils font que te remplacer le clavier par le même clavier. Donc ça ne fait que reporter plus tard. Voilà, et ça veut dire que hors garantie après, tu vas payer entre, 200 et 300 euros, suivant les machines, ce qui fait quand même hyper cher. Et moi, je trouve que c'est un peu une rustine. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose qui va arriver justement derrière et qui va leur permettre de faire un vrai remplacement ? Et pour l'instant, moi, les échos qu'on a, c'est qu'ils remplacent pas par des nouveaux claviers. Tu vois, c'est pas une procédure qui est nouvelle. Donc voilà. Mais bon, c'est déjà bien qu'ils réagissent. Moi, je trouve. Oui, mais ils sont un peu fait tirer l'oreille. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat parce que c'est un composant majeur, le clavier sur le MacBook Pro. Et en plus, ils en avaient fait, souvenez-vous, de cette vidéo où on voit Johnny Ive qui nous explique l'extrême finesse et comment ils ont révolutionné le clavier, et que derrière il y a autant de problèmes. C'est un vrai problème de conception, on peut appeler ça comme ça. Il avait en plus revu ce clavier, je crois déjà l'an passé, avec la mise à jour du MacBook Pro qui est arrivée l'année dernière, donc ils avaient peut-être déjà détecté des problèmes. Et quelque part, on se demande sincèrement, Didier, comme tu le disais tout à l'heure, si le retard annoncé du MacBook Pro 2018, la version 2018 du MacBook Pro, et même des MacBooks, ne viendrait pas de ce clavier qui est capricieux et qui amènerait Apple à le revoir en profondeur. Mais je pense qu'ils avaient déjà quand même conscience du problème justement quand ils ont fait le modèle 2017, parce qu'ils l'ont légèrement changé. Apparemment, ils ont élargi un petit peu les connecteurs. Et d'ailleurs, ceux qui te remplacent, c'est des modèles de 2017 a priori qui te mettent sur ton Mac de 2016. Mais c'est pas suffisant. Alors moi, d'après les retours que j'ai eu aussi, mais c'est très difficile à quantifier. Effectivement, les modèles de 2017 sont quand même moins touchés. Mais ils sont touchés quand même. C'est-à-dire que tu dois avoir quand même une proportion qui est énorme. Et c'est vrai que refaire un clavier, ça peut prendre du temps, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel ils ont bossé un sacré moment. Surtout qu'il y a la touch bar. Enfin, tu vois, c'est un ensemble. C'est tout le form factor de la machine, la finesse. Ils peuvent pas t'annoncer un Mac qui va être 1 cm de plus l'année prochaine. Donc, il faut vraiment qu'ils trouvent une solution rapide. Il y a des chaînes de prod qui sont là. C'est quand même des machines qui sont vendues à quelques millions d'exemplaires tous les trimestres. Donc, c'est quand même des chaînes de prod qui sont installées en Chine. Donc ça s'improvise pas aussi facilement, malheureusement. Donc, a priori, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire que Apple, comme on pouvait l'espérer lors de la WWDC, Didier, qu'Apple mettrait à jour cet été son MacBook Pro. Et puis, ce serait un peu étonnant qu'Apple choisisse de mettre à jour une gamme aussi vitale. Aujourd'hui, Apple vend essentiellement des portables plutôt que des machines de bureau. En plein mois d'août, ça semble assez aberrant. Bon, ils ont déjà fait un peu des fois des mises à jour estivales, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Mais là, en plus, ce qui est quand même dommage, c'est que la puce à 6 cœurs, il y a quand même beaucoup de gens qui l'attendent parce que forcément, les pros, ils ont besoin de puissance CPU. Et là, d'avoir un petit bond de 20-30% de perf, c'est pas anodin. Donc, ils peuvent pas. La promesse est vraiment importante par rapport à la génération de l'année dernière. C'est ça d'Intel. Voilà, exactement. Alors, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de nouveauté côté AMD. Bon, malheureusement, graphique. Depuis 2016, on risque d'avoir encore les mêmes cartes graphiques une année de plus. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il n'y a pas d'avancée majeure. Peut-être, tu vois, on peut imaginer des SSD un peu plus gros, des choses comme ça. Mais je pense pas qu'ils enlèvent la touch bar non plus. Le design, ils le changent quand même tous les 4 ans, 5 ans en moyenne. Donc, c'est vrai que ça paraît très bizarre d'avoir une toute nouvelle génération qui arrive maintenant. Après, effectivement, et comme disait Thierry, il peut y avoir quand même des problèmes de surchauffe avec la puce. Parce que moi, il y a un autre problème aussi que j'ai eu avec mon MacBook Pro. Je sais pas. T'as pas eu de chance avec ton MacBook Pro. Non, mais en fait, on a eu tous le problème à la rédaction, mais on s'en est pas aperçu tout de suite, c'est qu'il s'encrasse très vite. Et comme les générations précédentes, et là, on a une personne, par exemple, qui a acheté un ordinateur et qui a moins d'1 an, et qui avait les ventilateurs complètement encrassés, tu sais, les grilles, et du coup, la machine se met à chauffer, elle ralentit sa fréquence, elle devient plus lente. C'est des choses qui sont très, très compliquées à détecter, parce que tu le vois pas, enfin, il te dit pas, tiens, votre Mac est encrassé. Et en fait, quand tu l'ouvres, et c'est très compliqué à démonter. Peut-être qu'ils ont eu aussi des problèmes comme ça, parce que moi, quand je l'ai envoyé à l'Apple Store, ils m'ont montré des photos, et c'était impressionnant de voir le niveau de poussière qu'il y avait dedans. Donc, tu vois, il peut y avoir peut-être des vrais problèmes de conception. À force de faire des machines trop fines, à un moment donné, ils sont peut-être confrontés quand même à des vrais problèmes. Ils touchent un plafond de verre qui n'arrive pas à franchir. Mais il faut juste faire le ménage, Didier. Allez, un peu de boulot.
Que diable? Achète-toi un robot ménager, si tu verras, c'est assez étonnant. C'est que Xiaomi, c'est pas très cher, je te conseille. L'autre piste concernant le retard des MacBook Pro, c'est, tu en parlais Thierry, c'est la rumeur de l'arrivée d'un MacBook sous ARM, qui pourrait aussi expliquer ce retard. On a vu quelques semaines, quelques mois avant la WWDC, voire même quelques semaines, fin mai, la rumeur révélée par Night to 5 Mac qui parlait du projet Star, donc ça allait très loin. Star comme le Xerox Star, l'ordinateur qui a inspiré le Mac dans les années 80 du Xerox PARC, avec l'interface graphique. On parlait d'un notebook ARM, qu'on parlait même que la production allait démarrer cet été, puis après la WWDC, cette rumeur a disparu. Alors ça semble un peu tôt, c'est vrai, mais on voit que le virage est opéré vers cette migration-là, qu'on prend le chemin avec les annonces d'Apple lors de la WWDC qui devrait permettre à terme aux apps iOS de tourner sur macOS. Donc il y a quand même un fond de vérité, mais c'est encore un petit peu tôt, Thierry, pour peut-être voir arriver un Mac sous ARM. Ah bah là, clairement. C'est plutôt en année plutôt qu'en mois. L'annonce qu'on a vue, c'était quoi? C'était juste montrer que les applications standards sous iOS allaient fonctionner, en tout cas sur la nouvelle version de macOS. Et ça s'arrête là. Donc c'est pas ouvert à tout le monde. C'est juste la porte va s'ouvrir, j'imagine, l'année prochaine, en tout cas pour des développements tiers. Donc oui, il va falloir du temps pour que ça s'installe. Et puis préparer les développeurs. Oui, puis c'est surtout qu'on n'a toujours pas trouvé de solution d'un point de vue ergonomique sur ce qu'il fallait faire. Parce qu'on reparle là de conception éventuellement des MacBooks ou des MacBook Pro. Est-ce qu'il faudrait demain rendre ou pas les écrans tactiles? C'est un peu le... Il faut voir que la démarche est toujours à l'envers. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend compatible des applications iOS pour tourner sur un macOS, en espérant que demain, peut-être, ce soit les applications du macOS qui soient portées sur des nouvelles générations de puces ARM de chez Apple. Donc, et là, il est clair qu'on n'a pas encore totalement la puissance pour rivaliser avec la puissance d'Intel. C'est clair. Donc, c'est juste encore, pour le moment, peut-être une petite fumée qu'on espère, mais il va falloir du temps. Didier, ton avis sur cette rumeur qui s'est un peu dégonflée autour d'un Mac ARM, qui pourrait expliquer le retard des nouveaux MacBook, notamment plus que les MacBook Pro d'ailleurs? Oui, non, pour moi, il n'y a aucun lien avec ces retards de Et moi, je suis assez d'accord avec Thierry. Je pense que effectivement, si c'est vraiment un projet, ça a l'air d'être un truc de longue haleine et pas avant un petit moment. Cette histoire des applis iOS, on voit déjà que j'en ai déjà parlé les semaines précédentes, mais pour moi, c'était un peu du bricolage. Effectivement, t'auras envie de tourner des trucs à l'écran, puis en fait, faut utiliser ta souris, ta molette de souris. C'est quand même, on est très loin d'un vrai, d'une vraie adaptation d'une vraie fusion entre les deux OS. D'ailleurs, ils ont dit potentiellement que c'est pas quelque chose qui les intéresse forcément. Alors après, il y a la piste d'avoir un vrai macOS 10 qui vraiment serait complètement recompilé pour ARM, et puis on demanderait aux développeurs de recompiler Photoshop, Office et compagnie. Pourquoi pas, tu vois, mais il faudrait qu'il y ait un vrai intérêt à passer à ARM aujourd'hui. Il faudrait que, là, pour l'instant, les processeurs qui sortent, ça casse pas des briques, au contraire, c'est plutôt l'échec pour l'instant. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment des trucs dans les cartons qui sont pas encore disponibles pour le grand public? Est-ce que vraiment ils ont accès à des technologies qu'on connaît pas encore? Mais pour l'instant, c'est le flou complet, et moi je vois absolument pas ça arriver, même sur des ultrabooks, quoi. Qu'est-ce qu'ils mettraient comme OS dessus? Qu'est-ce qu'ils feraient vraiment en fait avec cette machine? Et puis il y a eu un virage en termes d'ergonomie et de choix ergonomiques important pour le futur du Mac il y a presque 1 an et demi maintenant. Avec le MacBook Pro et l'arrivée de la Touch Bar, qui est loin de faire l'unanimité, et surtout elle reste confinée au MacBook Pro. On aurait pu la croire à terme qu'elle arriverait sur le MacBook. C'est pas le cas. Le MacBook Air, je vous en parle même pas, ça fait des années qu'il évolue quasiment plus. Et non seulement il n'a pas d'écran Retina, une touch bar, j'y crois pas. Il y a une urgence aussi, de même qu'il faut changer le clavier, mais une urgence aussi que la touch bar se démocratise pour démocratiser ses usages, unifier les usages, Didier. Oui, en fait, là où j'étais le plus surpris, par exemple, c'était de ne pas avoir Touch ID par exemple sur les iMac Pro, sur des machines qui sont vraiment nouvelles. Tu te dis quand même, c'est un des trucs les plus pratiques de la Touch Bar, et c'est vrai qu'ils l'ont même pas mis
sur tous les ordinateurs, même les MacBooks à la limite, tu vois, ou sur, enfin voilà, je sais pas, je pense que c'était quand même une techno qui était facile à mettre. Alors, est-ce que tout va passer par, tu vois, Face ID sur le Mac? C'est sûrement probable. Après, la Touch Bar en tant que telle, clairement, enfin, beaucoup de gens utilisent des claviers externes. Après, on en a parlé énormément de fois. Il y a un vrai problème ergonomique au niveau de ce truc qui est tactile, mais qui est pas au niveau de tes yeux. Alors voilà, ça peut être pratique pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'accéder à certains raccourcis, etc. Mais c'est vrai que ils en ont vraiment pas fait. Enfin, je vois pas des gens qui se disent ah ouais, je vais acheter le nouveau MacBook Pro pour la Touch Bar. Alors, souvent, c'est plus casse-pied qu'autre chose. Il y a pas mal de gens. Je pense que tu leur proposerais de leur retirer 200 balles du prix, ils enlèveraient la Touch Bar, mais sans regret, quoi. C'est ce qui est possible de faire d'ailleurs sur le MacBook Pro en version 13 pouces sans Touch Bar. On s'aperçoit finalement, pour terminer ce chapitre sur le MacBook Pro, que Apple, la situation, même si elle est pas si rose que ça en ce moment, entre ces problèmes de clavier, la Touch Bar qui a un peu de mal à faire l'unanimité, loin de là. Hein. Tu lui parlais du tactile, peut-être que ce serait un choix plus intelligent que d'à terme proposer une dalle tactile plutôt simplement une Touch Bar. Apple, il y a quand même on est un peu à un moment clé de l'histoire des MacBook Pro aujourd'hui. Hein. On est à une période dite de maturité technologique. Faut être honnête. Hein. On n'a jamais fait des choses aussi spectaculaires, aussi bien. Quand on parlait tout à l'heure de se dire est-ce qu'on aurait un Mac ARM, entre guillemets, faut voir comment évolue le marché aujourd'hui avec des acteurs comme Qualcomm et Microsoft. C'est toujours pas au point. Hein. Je rappelle que les dernières générations de machines qui tournent avec ces puces Qualcomm sous Windows 10 ne font tourner que les applications 32 bits du store de Microsoft et pas les versions 64 bits. Donc, il y a rien de tangible qui montre qu'on va basculer d'une ère à l'autre du jour au lendemain. Mais on est vraiment à une ère de maturité où tout le monde se cherche. Tout le monde cherche. Il faut faire les bons choix, surtout. Oui, puis, qui engagent sur l'avenir. On l'avait avec la Touch Bar. Hein. On ne peut pas faire marche arrière du jour au lendemain comme ça. Les choix, aujourd'hui, ils sont enfermés sur les humains. Les humains ont des habitudes, aujourd'hui, qu'il est difficile de changer. La Touch Bar, de mon point de vue, est une belle réussite d'un point de vue technologique. Bien sûr. C'est vrai qu'en termes d'usage, il n'y a pas eu de standardisation des fonctions, par exemple. On en reparlera. Moi, je l'utilise, je trouve ça très pratique. Voilà. Mais c'est pas révolutionnaire au point de se dire, tiens, il faut que je l'achète absolument. Et puis surtout que je le diffuse sur l'ensemble des appareils. Ouais. Alors, tu parlais de l'absence de la Touch Bar sur l'iMac Pro. Hein, c'est la dernière machine à être sortie du catalogue. On en parle de l'iMac dans ce prochain chapitre. Alors, à quand un vrai nouvel iMac hein, et on l'a dit, il bénéficie de la dernière mise à jour. Matériel apparu il y a seulement 6 mois hein, avec l'iMac Pro et sa nouvelle robe gris sidéral. C'était plutôt réussi de ce côté-là. Hein, elle a fait l'unanimité. Même les claviers et la souris étaient assortis. C'était un bel effort quand même, Didier, de ce côté-là. Oui, alors l'iMac Pro, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont sorti un petit peu dans l'urgence quand même, hein, parce qu'ils se sont vraiment aperçus que bon, il fallait qu'ils proposent quelque chose en attendant le nouveau Mac Pro. Ouais. Donc ils ont réutilisé ce châssis de l'iMac. Alors forcément, pour le rendre un peu plus sexy, ils ont changé la couleur. Pas le choix. Mais c'est vrai que si c'était une machine qui prévoyait depuis, je sais pas, 2-3 ans, clairement ils auraient attaqué un petit peu le design, ils auraient changé quand même des choses, ne serait-ce qu'enlever le bord de l'écran. Enfin, il y a pas mal de petits trucs à faire parce que ils ont quand même changé pas mal de choses. Hein. Tout l'intérieur a été refait. Donc voilà, c'est assez bizarre en fait de pas avoir profité de ce moment-là en fait pour faire vraiment un nouveau design de l'iMac, puis te donner envie avec l'iMac Pro, puis après, tu vois, qu'ils arrivent par exemple 1 an plus tard sur la version grand public par exemple. Ouais, tu l'as dit, à part le changement de couleur, le design a peu évolué l'année dernière. On retrouve toujours ces larges bandes qui encadrent l'écran. Qui sont plus vraiment les normes du design d'Apple. Hein. Si on regarde l'iPhone 10, il n'y a plus de bord hein, sur l'iPhone 10 du tout. Donc pourquoi sur les Mac? Si vous regardez tous les moniteurs du marché qui sortent aujourd'hui, ou même les télés, le cadre est vraiment affiné au maximum. Donc on voit qu'il y a un standard dans l'industrie, qu'Apple est plutôt précurseur dans ce domaine. Et là, ils sont un peu à la traîne. Il n'y a pas de bord affiné et d'encadrement sur les iMac. Carrément, il y a une énorme bande en bas qui correspond plutôt aux composants électroniques qui les cachent, où on a l'habitude de mettre ses post-it. Voilà, et à part le changement de couleur, il y a vraiment rien eu de nouveau. Regardez, si on regarde les chiffres, ils sont assez parlants. La véritable évolution de design, elle est apparue en 2012 lorsque l'iMac s'est affiné. Donc, il était assez épais. Il a été affiné lorsqu'on a supprimé le lecteur de CD et de DVD. Et puis, ce design-là, des iMac tels qu'on les connaît, il date en fait de 2009, hein, qui a été la mise à jour importante des premiers iMac en aluminium. Mais en fait, le vrai concept, il remonte à une éternité. Il remonte à 2004 avec l'iMac G5. Il serait vraiment
temps de faire table rase en matière de design. Hein. Et surtout, alors j'en parlais en préambule, mais c'est vrai que ce Surface Studio de Microsoft, je trouve qu'ils ont été dans des domaines où Apple a un peu abandonné, qui est vraiment le graphisme, l'illustration, et de proposer une espèce de grande table à dessin comme ça, avec des vrais programmes pro, hein, avec Photoshop, etc., sans forcément faire un Mac tactile. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir la possibilité comme ça de te descendre l'écran. Moi, quand tu visites pas mal aujourd'hui de studios où ils ont tous des gros PC avec Photoshop et puis des grosses Wacom, mais là, d'avoir un écran comme ça, c'est vachement mieux qu'une Wacom. Et vraiment, Apple, c'était leur créneau, c'était à eux d'y aller. Et en plus, Microsoft a pas l'air d'en vendre beaucoup des Surface Studio. Donc, je pense que s'ils avaient sorti ça avec tout le talent qu'ils ont et puis les talents qu'ils ont en termes d'ergonomie aussi, et de ils auraient pu faire quelque chose d'incroyable. Et c'est tellement dommage qu'ils soient pas allés là. Et surtout sur des machines vraiment taillées pour ça, quoi. Ouais. Et oui, encore une fois, pour en avoir discuté avec les gens de Microsoft, parce qu'on a fait une émission avec eux il y a quelques mois, il y a 1 an et demi même maintenant, lorsque la machine a été annoncée, ils ont taillé ce produit pour les utilisateurs historiques du Mac, à savoir les artistes, les graphistes, pas forcément les vidéastes, mais au moins les photographes. Et que Apple délaisse cet univers traditionnel qui a toujours été un peu le moteur historique et l'ADN de la marque, hein, qui a toujours été précurseur, et il n'y a pas que l'iPhone dans la vie chez Apple. Ils devraient le comprendre et mettre plus de moyens dans le développement du Mac. Reste que pour venir à l'iMac quand même, c'est que sous le capot, et l'iMac Pro, et c'est bien essentiel, la puissance est au rendez-vous. Hein. Je vous propose qu'on fasse un petit bilan des performances de l'iMac Pro ensemble. Est-il préférable d'attendre un prochain Mac Pro ou y répondre, ou carrément investir dès aujourd'hui? On va tenter d'y répondre juste après vos questions Twitter et le busomètre. Les questions Twitter avec Thierry cette semaine. Oui, alors on a une question de La Girafe. Je suis désolé pour le pseudo. Avec un long coup, qui se pose la question de savoir si déjà la première chose, ce ne serait pas de généraliser le SSD à défaut d'avoir une baisse de prix sur les appareils. Ouais, on l'a vu, c'est un peu un mauvais défaut historique d'Apple sur les entrées de gamme, de jamais mettre des disques durs qui sont des foudres de guerre. Je me souviens d'une mise à jour de l'iMac il y a 1 an et demi, où sur le 21 pouces, il fallait presque 5 minutes pour démarrer un Mac avec un disque dur à 5400 tours, un petit disque 2,5 pouces. Enfin, c'est ridicule quand on voit le niveau de prix de l'iMac. Comment on peut faire ça encore, Didier? Mais alors là, Jean-Pierre Coff est de retour, hein, les amis, parce que c'est un scandale. Mais d'ailleurs, je crois que, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a encore l'iMac. Il est toujours là? Ah, bah dis-moi. Et le plus drôle, non, c'est pas drôle, mais c'est que les Fusion Drive de base, ils ont que 24 gigas de SSD. Donc, même si tu prends la version Fusion Drive qui est censée quand même te booster un peu la machine, 24 gigas, tu mets macOS, quelques applis, étaient déjà dessus. Surtout que les SSD, maintenant, ça coûte quand même plus rien du tout. Ouais. Donc, un SSD de 512 gigas, tu les as à 200 € dans le commerce. Apple, ils doivent les payer 50 balles. Donc, c'est quand même assez fou qu'effectivement ils aient pas fait. En fait, c'est la vraie question derrière, c'est pourquoi ils font pas évoluer un petit peu ces composants dans l'air du temps, et effectivement pourquoi est-ce qu'ils rincent toujours les gens sur les options. Même je vois sur les options pour monter par exemple un iMac Pro à 4 Tera, c'est quasiment 4000 €, alors que dedans ils pourraient aussi te mettre des SSD un petit peu plus lents mais beaucoup moins chers. Donc ils ont aussi un vrai problème avec le stockage. Là, ça fait un petit moment qui oui, c'est presque historique de comme ça, de brider des machines avec des disques durs qui n'ont rien à faire dans ces machines à ce niveau de prix, quoi. C'est hallucinant. Ouais, puis sans raison, parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on a des SSD qui sont pas chers avec des grosses capacités. Donc c'est vraiment incompréhensible. Une question très pertinente de La Girafe. Bravo. On a aussi une autre question d'Émeric Vallès, qui lui carrément se pose la question, tout à fait, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est pourquoi pas déployer Face ID sur les MacBook Pro, hein, alors, à la place des lecteurs d'empreintes. Oui, qu'il y a dans la touch bar. C'est vrai qu'on a vu que Face ID a tendance à se généraliser et va se généraliser normalement à la rentrée, on le verra, on aura la réponse en septembre, sur l'ensemble de la gamme iPhone, y compris même l'iPhone SE 2, on va voir. Ça devrait aussi arriver sur les MacBook Pro. Et là, non seulement le MacBook Pro a attendu presque 3-4 ans pour se mettre au niveau de l'iMac et des iPads avec Touch ID et la Touch Bar, mais là, déjà, elle est encore en retard. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une piste également. Et ce serait possible puisqu'il y a déjà, simplement là, en face de mon Mac, une petite webcam qui ferait très bien l'affaire. Hein. Mais il faut aussi quand même les capteurs. Oui.
Les capteurs 3D, donc, oui, mais des fois, ils ont peut-être un petit peu de mal à les produire. Enfin, quand tu vois que sur le MacBook, il y a encore, il y a encore une caméra FaceTime en 480p, c'est-à-dire même en SD, même pas en HD. Ça aussi, monsieur, c'est un scandale. C'est dingue. Non, c'est vintage. Tu te dis, la machine vaut 1500 €. Et elle est en couleur. Hein? Ouais, elle est en couleur. Ouais, en couleur quand même. Mais bon, là, ce serait logique à terme, encore une fois, pour unifier l'usage, Didier, que Face ID arrive sur Mac. Oui, puis ça expliquerait aussi pourquoi Touch ID ne serait pas sur les claviers. D'autant que les claviers, vu qu'ils sont sans fil, ça devient compliqué de leur mettre des choses compliquées dessus, justement, une touch bar, Touch ID, parce que tu passerais ton temps à les brancher s'il faut les recharger tous les 3 jours, merci. Donc voilà, là c'est la bonne alternative de mettre ça au niveau de l'ordinateur. Et puis c'est plus simple. Et je pense qu'ils s'étaient pas pressés parce qu'il y avait toutes ces solutions, tu sais, avec la montre, avec tout un tas de petites choses comme ça qui déverrouillent ton Mac rapidement. Mais c'est vrai que quand tu as un iMac et que tu vois tes copains avec le MacBook Pro qui appuient juste et qui déverrouillent leur ordi, t'as envie d'avoir ça, quoi. Dernière question, Thierry. On a aussi une question d'Alexandre Rib. Qu'est-ce qu'on doit attendre du Mac Pro 2019, parce que j'allais dire 2009, non, et pour quand? Surtout quand est-ce qu'il serait amené à sortir? Didier, tu l'as souligné tout à l'heure, l'iMac est un peu une machine de transition. L'iMac Pro, on va tenter de répondre plus en détail dans un instant à cette question, mais ils ont déjà communiqué, Apple, sur le fait qu'un Mac Pro allait arriver sans doute l'année prochaine. Ils ont dit que ce serait pas cette année, ça c'est sûr, donc ça va être au moins l'année prochaine, sans doute la fin de l'année prochaine. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'ils ont mis moins de temps à faire un iMac Pro qu'un Mac Pro qui est censé être une carte mère dans une tour, à moins qu'ils nous préparent effectivement un gros truc. Je pense qu'on va en parler un peu juste après, mais ouais. C'est effectivement, si vous attendez le Mac Pro et que vous avez encore besoin d'un ordinateur vraiment puissant pendant 1 an et demi, bon, voilà. Ça va être compliqué d'attendre. Mais ne dévoilons pas le contenu du prochain chapitre. Avant, tu as encore à travailler, mon cher Didier. On va parler du buzzomètre. Le buzzomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple, avec Didier. Oui, et on commence avec une petite statistique, puisque ça fait du bien de temps en temps. Alors, c'est toujours des stats qui sortent d'un peu nulle part, mais bon, on va les prendre pour argent comptant quand même. Et la dernière, donc, elle nous vient d'un cabinet d'analystes qui nous dit que 15 à 20% des acheteurs d'iPhone viendraient d'Android. Bon, ce qui n'est pas illogique maintenant, vu que le marché est obligé de venir quelque part. Voilà, tout le monde a un téléphone, donc forcément, s'ils viennent pas de là, d'où viennent-ils d'ailleurs? Windows, c'est compliqué, hein. Il y en a encore. Oui, je sais. Mais pas beaucoup. Windows Phone, c'est voilà. Mais bon, très bien. Mais donc Apple arrive encore à capter des utilisateurs d'Android. Et alors, fait amusant, il les capte plutôt sur les modèles type iPhone SE, donc plutôt des petits modèles à petits écrans, alors qu'on pourrait imaginer que ceux qui sont sur Android sont habitués aux grands écrans. Donc, mais c'est une histoire de prix essentiellement, puisque l'iPhone 10 c'est celui qui fait le moins bon score chez les switchers en fait. Ouais, parce qu'il coûte affreusement cher. Deuxième rumeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est sorti donc cette semaine et qui m'a fait beaucoup rire parce que on a lu que le boîtier induction des AirPods, le futur boîtier qui permettra de les recharger donc par induction, de les poser juste sur le AirPower par exemple, qui est toujours pas sorti, et lui serait capable de te recharger ton iPhone. Sachant que sa batterie est 7 fois plus petite que celle de l'iPhone. C'est quoi ce délire? Donc moi j'y ne crois pas beaucoup. Par contre, ce qui est possible, c'est que ça puisse recharger par exemple ton Apple Watch. Tu vois, tu pars en week-end, tu prends ton boîtier des AirPods, il recharge l'Apple Watch et les AirPods. Un petit truc de secours à la limite, quoi. Voilà, en mode de secours. Mais bon, pourquoi pas, l'induction potentiellement ça marche quand même dans les deux sens. Mais l'iPhone, j'y crois quand même pas une seconde. Allez, troisième rumeur qui sont plus crédibles, celle-là. Alors là, on parle d'un iPhone 10 moins cher et je vois tout de suite les gens qui nous regardent, qui se montrent intéressés. Donc, sans déconner. Bon, là, c'est encore pareil, c'est une prédiction d'analyste et les prix, je pense qu'ils sont même pas encore fixés, donc c'est extrêmement compliqué à dire, mais je vois pas l'Apple baisser ses prix, ils l'ont jamais fait. Ouais, sauf si le prix des composants descend drastiquement. On sait que le composant le plus cher de l'iPhone 10, c'est un composant signé Samsung, c'est l'écran. Puisque c'est le seul acteur du marché à pouvoir le produire. S'ils ont bien négocié, ils peuvent peut-être effectivement réduire un petit peu le résultat de ma recherche sur Internet pour 6 heures. Voilà, Siri se met en route tout seul, mais bon, c'est iOS 12, on va pas chercher à... On va pas dire... Non, c'est très bien. Bref, voilà, donc peut-être qu'ils ont négocié peut-être des tarifs de gros avec Samsung qui feront qu'à terme, les prix sont un petit peu moins chers, mais si j'étais Samsung, je ferais saigner Apple et c'est de bonne guerre. Dernière rumeur, je crois. On est 4e ou 5e? Quatrième. Et là, on reparle du HomePod. Alors, tu vois, le HomePod, il vient d'arriver en France et on parle déjà d'un HomePod version 2 l'année prochaine. Ce qui est assez étonnant. Alors, ça vient quand même de Bloomberg, cette rumeur, donc c'est assez crédible. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, on n'imagine pas trop ce qui peut vraiment changer dans le HomePod, à part peut-être la puce dedans.
Mais je vais te dire ce qui pourrait changer. Le prix. Ce serait un petit peu frustrant quand même pour les gens qui ont acheté surtout les deux là à 700 € et qui on leur dit tiens ton truc est déjà obsolète. Non, j'y crois pas. Mais il peut à terme la logique s'ils veulent vraiment devenir un acteur incontournable en matière d'audio, Thierry, à l'instar d'un Bose ou d'un Yamaha ou d'un Sonos, c'est de créer une gamme. Donc effectivement, un modèle un peu moins performant, un modèle plus petit, plus compact, moins puissant, voire mono, comme il y a dans la gamme Sonos, aurait du sens. Ou un modèle plus haut de gamme. Modèle, oui, c'est encore plus cher. C'est pas mais bien sûr, allons-y, mais il y aura. Non, on voit que De Vialet vend des camions de. Voilà, en termes d'enceinte, il n'y a pas de limite aujourd'hui sur la qualité. Oui. Moi, la question qu'on peut se poser, c'est à quand le passage sur de la haute définition, sur le son par Apple. C'est peut-être ça qu'ils attendent, hein, peut-être avec Apple Music s'y mette. Tu peux mettre de la haute def sur les HomePod, mais en n'utilisant pas Apple Music en téléchargeant. Et si c'était pas l'annonce de la rentrée On verra, écoute. Dernière rumeur, on va y arriver. Alors ça, c'est plus qu'une rumeur, en fait, c'est un petit truc rigolo, mais on a découvert en fait cette semaine que Apple en fait avait envisagé d'intégrer des processeurs Atom d'Intel. Alors je sais pas si tu te rappelles, les Atom, c'était en 2009, et c'était l'arrivée des netbooks, donc ces petits ordinateurs à pas cher, à 300 €. Voilà, et puis qui faisaient pas grand-chose, qui étaient pas très puissants. Et Apple, qu'est-ce que disait Steve Jobs à l'époque ? Il en voulait pas, lui. Il disait, moi, j'ai pas envie de la faire, je vais faire de la merde. Voilà, donc c'était vraiment ce qu'il disait. Le netbook, c'est de la merde. Voilà. Du coup, il en a jamais sorti, mais il y a des traces en fait dans les Mac de l'époque qui montrent qu'effectivement cette puce a été testée en interne. Donc ils y ont quand même réfléchi, même s'ils l'ont jamais sorti. Allez, c'était la séquence historique. Autre composant très important, il y a bien sûr la puce, c'est important, Didier, mais également le SSD. Donc c'est l'occasion de faire un clin d'œil à notre partenaire et parrain Crucial et son dernier SSD, le Crucial MX 500. Il est disponible en différentes capacités, jusqu'à 2 Tera, et se décline en 2 formats. 2,5 pouces M2 et profite de l'efficacité de la technologie 3D NAND. Nouvelle génération de Micron. Facile d'installation, il s'adapte à la plupart des anciens Mac. L'utilisation du scanner système Crucial permet en effet de garantir la compatibilité du SSD avec un ordinateur Apple. Pour doper ses performances et démarrer votre Mac en quelques secondes seulement, sachez qu'il est garanti 5 ans et que sa livraison est gratuite. La qualité Micron pour un niveau de fiabilité supérieur. Faut-il préférer l'iMac Pro ou attendre le Mac Pro ? Ça fait maintenant près de 6 mois, plus de 6 mois que l'iMac Pro est disponible. Quel bilan tirez-vous de cette machine ? Didier, tu l'as beaucoup utilisé. Nous, on a eu la chance de l'avoir également ici près de 6 mois. La puissance promise est vraiment au rendez-vous. On regarde ces graphiques, que ce soit les tests sous Quickbench par rapport à l'iMac Pro, et on a comparé au MacBook Pro et au Mac Pro. La puce Intel Xeon tient vraiment ses promesses. Alors, et en matière graphique, il y avait un tel retard également des Mac par rapport aux anciennes générations de Mac Pro. Également, l'iMac Pro écrase aussi bien notre Mac Pro que l'iMac 5K. Ce côté-là, c'est un plébiscite pour l'iMac Pro, on est bien d'accord. Oui, totalement. En fait, c'est une machine qui, je pense, va rester quand même assez puissante par rapport au reste de la gamme pendant un petit moment, peut-être pendant encore même 1 an et demi, puisque effectivement, il n'y a pas de grosses évolutions dans les puces graphiques pour le moment. Donc, effectivement, pour l'instant, elle tient le coup. Que pour les processeurs, c'est pareil, c'est quand même très très lent les évolutions qu'il y a. Et là, on a quand même beaucoup de cœur, donc on a beaucoup de puissance. Donc, c'est une machine qui répond bien à ces contraintes-là. On fait le job. Voilà, effectivement, il vaut mieux les acheter au début quand elles sortent. C'est comme le Mac Pro cylindrique. Voilà, ils étaient très intéressants au début, et puis petit à petit, effectivement, c'est des machines qui sont devenues complètement obsolètes et pas upgradables. Donc, ça reste le point faible de l'iMac. Mais en termes de puissance, je pense qu'on peut être un tout petit peu frustré sur l'aspect graphique parce que il est quand même écrasé dans un boîtier qui est pas adapté. Du coup, ils ont réduit les perfs de 20% par rapport à une carte standard. Et ça, je dirais que si tu fais vraiment beaucoup de 3D et tout, c'est quand même un petit peu dommage. D'autant qu'il n'y a pas de châssis, il n'y a rien pour effectivement les mettre à jour. Tu peux même pas changer ta RAM normalement. Donc c'est vrai que il y a quand même un niveau de frustration qui est assez notable sur cet iMac Pro. Tu le disais, on avait une inquiétude lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée de l'iMac Pro en juin de l'année dernière. On craignait des problèmes de cartes graphiques parce qu'elles sont vraiment dans un endroit hyper fin, hyper clos, alors que c'est des cartes graphiques qui sont conçues pour plutôt des tours de PC. Et surtout que le Mac Pro a souffert de problèmes récurrents de cartes graphiques. Et c'est pas apparemment le cas sur cette génération d'iMac Pro, Didier.
Les problèmes de carte graphique, ils arrivent souvent assez longtemps après, puisque en fait, c'est des problèmes de long terme. C'est un peu comme cette histoire des claviers de MacBook Pro, quoi. T'as pas eu le problème tout de suite, c'est arrivé au bout d'un petit moment. Et on a eu des MacBook Pro avec des cartes graphiques tierces qui étaient effectivement pareilles dans des petites surfaces. Elles chauffaient énormément. Et Apple a même fait des rappels après derrière. On a eu aussi ces problèmes-là dans les anciens Mac Pro qui étaient, je sais pas si tu te rappelles, refroidis par refroidissement liquide, etc. Apple, ils ont eu quand même beaucoup de soucis au niveau de la ventilation, qui est lié aux architectures qui choisissent, qui sont vraiment des fois pas adaptées du tout à ce qu'il y a dedans. Alors là, en plus, le truc, c'est qu'ils ont choisi des cartes AMD qui sont des gouffres, mais des gouffres à puissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu montes par exemple un Hackintosh avec une Nvidia à peu près correspondante, elle consomme quand même moitié moins de puissance. Donc non seulement ça te coûte plus cher en électricité, mais surtout ça chauffe énormément. Donc ouais, c'est un petit peu le double mauvais choix pour Apple au niveau des GPU. Bon, voilà, tant que ça tient, on verra. Je pense qu'on pourra se prononcer que dans 1 ou 2 ans. Bon, allez, range ta casquette de Jean-Pierre Coff. Et quand même, en termes de refroidissement, ils ont fait un bon boulot, des gens d'Apple, parce que c'était pas évident de faire ça pour l'iMac Pro quand même. Oui, puis et le reste demeure silencieuse, la machine. Il est assez silencieux, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez fou d'avoir mis même tout ça là-dedans, parce qu'ils ont mis quand même la plus grosse carte d'AMD, qui est une vraie soufflerie quand tu l'as en version autonome. Donc là, c'est vrai que c'est une sacrée prouesse, il fait pas de bruit. Et moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, notamment, qui travaillent dans la vidéo, mais aussi dans l'audio. Et l'audio, ça a besoin de beaucoup de puissance CPU, donc c'est une machine qui est vraiment taillée pour ça. Et c'est vrai que d'avoir une machine dans un studio qui fait pas de bruit, il y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Il faut monter même des PC, ça te coûte cher de rendre silencieux un PC. Thierry en plateau. Moi, je dis qu'on a oublié un scénario. C'est celui où la puissance serait déportée sur des serveurs distants et où on n'aurait plus besoin d'embarquer la puissance chez soi. C'est vraiment un scénario qui se dessine de toute façon de plus en plus. Alors, peut-être pas cette année, peut-être pas dans 2 ans, peut-être pas dans 3 ans. On le voit avec comment ça s'appelle, le Shadow de cette start-up française, qui propose plutôt pour les jeux vidéo, les serveurs. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se dessine avec le déploiement de la 5G, on peut se dire que de la puissance, il n'y a pas besoin de l'avoir effectivement sous ses pieds, sauf si on a besoin de réchauffer la pièce. Donc, très, très sérieusement, on va revenir... Faire des crypto-monnaies. Et on commence à revenir sur des systèmes d'informatique lourde où on déporte la puissance et on achète la puissance nécessaire. Donc ça serait voilà, on arrêterait d'acheter des machines pour leur puissance et que en fait elles seraient déportées sur des serveurs en fonction des besoins que l'on a. C'est ce qui se dessine d'un point de vue purement professionnel aujourd'hui et je vois pas pourquoi Apple y échapperait à terme. Oui, mais plutôt là il faudrait véritablement que les réseaux très haut débit, mais avec la 5G, tu l'as dit, ce sera possible. Nous permettent d'avoir une instantanéité de connexion qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui avec la DSL, voire encore avec la fibre. Quoique la fibre, elle n'est pas déployée malheureusement partout encore. Le premier bilan qu'on peut faire quand même de loin, Didier, par rapport... faut-il choisir un iMac Pro? Alors, par rapport à l'ancien Mac Pro, il n'y a pas photo, vous l'aurez compris, on le préfère de loin. Surtout que le Mac Pro constitue une machine relativement fragile, même si nous, à la rédaction, ici au studio de l'école 42, on utilise toujours notre Mac Pro comme régie, donc elle tourne parfaitement bien, mais l'iMac, en termes de station de montage, c'est un vrai régal, ne fût-ce que par rapport à son écran 5K intégré, qui n'existe toujours pas dans la gamme Apple. Pour le Mac Pro, il faut acheter un moniteur d'une autre marque. Mais il y a quand même une inquiétude pour l'avenir et là on a beaucoup de questions de gens qui nous regardent à l'image de la question Twitter de tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre que la machine ultime, le Mac Pro arrive parce que la machine elle est fermée, Didier. On ne peut pas la faire évoluer, un iMac Pro. Les gens qui ont acheté le Mac Pro cylindrique, ils ont eu ce même problème. Et oui, mais on s'attendait qu'il y ait des évolutions. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé la main sur le cœur, ou la main sur le... je ne sais pas où ils peuvent la mettre, mais passons. Logiquement, il y aurait des mises à jour de composants. Et le système de refroidissement du Mac Pro était si compliqué avec sa forme cylindrique. Non, mais sur le Mac Pro, ils ont vraiment menti parce qu'ils ont quasiment dit à toute la presse que les cartes graphiques étaient détachables, qu'ils pourraient les changer, etc. Oui, même les SSD, ils n'ont jamais proposé un kit. C'est-à-dire que même sur des machines qui étaient censées être évolutives, ils les ont pas fait évoluer. C'était quand même assez fou. Effectivement, cet iMac, il y a 0% de chance qu'il évolue. La seule chose que tu peux changer, c'est la RAM. Donc, même l'écran, une fois que la machine sera obsolète, tu jettes l'écran avec presque. Mais bon, après, les professionnels, ceux qui ont vraiment besoin de ça, je pense qu'ils réfléchissent autrement. C'est-à-dire qu'une machine, c'est très vite rentable quand tu fais du montage vidéo, des choses comme ça. Donc, tu regardes combien de temps tu vas la faire durer. Si c'est 3 ans, tu vois, un iMac Pro, ça reste une machine qui est assez intéressante. Si effectivement, tu as un vieux Mac Pro qui te suffit encore aujourd'hui, qui arrive un petit peu à la limite
limite, tu te dis bon, peut-être que je peux encore attendre un an et demi de plus avant le prochain Mac Pro. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une machine, je pense, à acheter vraiment en début de vie plutôt qu'en fin de vie, parce que je pense même pas qu'ils vont les renouveler si souvent. Ça va être ça aussi le souci. Ouais, en clair, ce que tu crains, Didier, c'est que la machine commence déjà à vieillir. Elle a été annoncée il y a 1 an, elle est disponible depuis 6 mois, donc les composants ont 1 an. Donc on peut penser qu'à terme, que ce soit chez Intel et chez AMD, ils mettent à jour les cartes graphiques ou les puces, et on peut que craindre qu'Apple nous refasse le coup du Mac Pro et ne propose pas de mise à jour, que cette machine reste figée pendant des années. Il y a 1 an, c'est le top du marché. Dans 6 mois, ce sera peut-être encore le cas, mais après, c'est pas sûr. Donc il y a une fenêtre de tir encore, de 6 mois, 6-8 mois, et après peut-être qu'il faudra attendre l'arrivée de ce Mac Pro. On est d'accord. Sur l'aspect CPU, moi je serais moins tranché parce que le CPU quand même, là tu regardes sur les anciens Mac Pro, ils ont encore pas mal de puissance par rapport à leur âge. C'est quand même le truc aujourd'hui qui évolue le moins. Et si tu achètes un 18 cœurs et que tu as vraiment besoin de puissance CPU, par exemple, c'est presque 20 000 € la facture là. Hein, oui, non, bien sûr. Mais même si tu veux 10-12 cœurs, je trouve que le rapport qualité-prix peut être très très bon sur la durée. Après, aujourd'hui, ils ont quand même la chance, Apple, qu'il y ait quand même peu d'évolution au niveau CPU, GPU. Hein, c'est que ça évolue quand même très très lentement par rapport aux années précédentes. Donc voilà, potentiellement, ça donne un petit sursis à cette machine. Mais effectivement, le premier composant qui sera obsolète, ce sera les GPU. Et là, peut-être à la fin de l'année, déjà, il y a Nvidia qui va annoncer des puces qui risquent d'enterrer un petit peu AMD. Enfin bon, j'espère qu'il y aura de la concurrence à ce niveau. Mais c'est vrai que s'ils sortent ça risque de faire très très mal à tous les gens qui ont acheté. Voilà, en tout cas, Apple n'aura pas. Enfin, si, il peut toujours trouver l'excuse du form factor, mais c'était l'excuse qu'ils avaient trouvé du form factor du Cylindre qui n'était pas adapté aux nouvelles générations de cartes graphiques. Bon, là, on va voir ce qu'il en sera. Revenons au Mac Pro. On me posait la question à quoi il va pouvoir ressembler. À défaut d'avoir une boule de cristal, quelle serait votre liste de souhaits, messieurs, pour ce futur Mac Pro Tout le monde ne s'en cache pas. Pour une machine professionnelle, il faut de l'évolutivité. C'est dur à dire, Thierry. C'est vrai qu'annoncer qu'une machine à plus de 20 000 € soit une machine jetable, c'est un peu... C'est un peu le concept, oui. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, alors, je sais pas, à moins de faire du leasing, la reprise... On n'a pas le choix hein, je sais pour pas. Ce type de machine. Il semble qu'Apple ait reçu le message, Didier, lorsqu'il y a eu cette intervention un peu surprise des responsables d'Apple avec en tête Phil Schiller. Et il a laissé sous-entendre qu'ils avaient compris qu'il fallait de la modularité à l'avenir. C'était presque une promesse, hein. Oui, clairement, c'était un aveu d'échec surtout du concept du Mac Pro cylindrique. Après, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que les gens attendent? Parce que pour moi, la plus grosse attente, en fait, c'est d'avoir une machine qui est aussi très large en gamme, c'est-à-dire qui démarre pas très cher. Je sais pas si tu te rappelles les Mac Pro à l'époque du G5, etc. Tu avais des petites tours à un peu plus de 1 000 €, 1 500 € qui étaient moins puissantes, voilà, mais que tu pouvais gaver en disque, tu pouvais changer la carte graphique, etc. T'avais pas forcément le gros Xeon dedans, t'avais pas forcément les grosses cartes graphiques, mais il était évolutif. Et je pense que il y a beaucoup de gens quand même qui attendent un petit peu ces machines. On parlera du Mac Mini après, mais le Mac Mini c'est un peu ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui ils sont absents de certains segments qui font la joie des gens qui ont des Hackintosh, qui en fait sont dans le segment entre 1000 et on va dire 3000 € et qui aujourd'hui ont quand même pas d'alternative pour une machine modulaire. Et alors je trouverais ça dommage qu'ils te fassent un Mac Pro ultra modulaire, ultra bien fait, mais qui coûte 12 000 balles prix de base et qu'ils oublient aussi un petit peu ces gens qui sont entre deux, quoi, qui n'ont pas forcément... Ce qu'on souhaite, et je crois le premier des partisans de cela, c'est qu'Apple fasse en fait une ouverture totale aux différents fabricants de cartes graphiques et pas rester à coquiner avec un seul, qui est AMD, qui n'est pas forcément le plus dynamique du marché. Hein. Nvidia, aujourd'hui, c'est un peu le porte-étendard de ce marché-là. Si on veut convaincre sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, ou carrément convaincre les graphistes 3D de revenir au Mac, puisqu'ils sont passés depuis belle lurette au PC, il faut s'ouvrir à Nvidia aujourd'hui, Didier. Et ce qui est le plus triste, c'est de voir que Nvidia fait ses drivers, entre guillemets, dans son coin. Pour macOS 10, sans le soutien d'Apple. Presque que pour les Hackintosh, hein, parce que globalement, tu peux plus les mettre dans grand chose. Que là, aujourd'hui, les GPU externes, ils fonctionnent même pas avec Nvidia. En fait, je pense que le problème de fond, c'est qu'AMD doit leur faire des tarifs un petit peu comme à Sony, à Microsoft pour les consoles. Ils doivent leur faire des tarifs de gros absolument sans concurrence. Donc, ça met de côté Nvidia. Et puis, il faut pas oublier aussi le problème des pilotes, puisque en fait, aujourd'hui, si tu prends la carte la plus puissante d'Nvidia et la carte la plus puissante d'AMD, celle d'Nvidia est plus rapide sur PC. Par contre, sur Mac, nous, tous les benches qu'on a fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que les pilotes sur Mac sont beaucoup mieux optimisés chez AMD. Apple travaille vraiment avec eux. Au moins ça, quand même. C'est un minimum. Hein. Et
Voilà, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si tu achètes aujourd'hui même la carte la plus puissante, même si tu as les pilotes, elle sera quand même plus lente que la carte AMD. Donc c'est vrai qu'il faudrait un vrai un vrai partenariat. Est-ce qu'ils ont les moyens? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Mac, c'est un sous-produit d'Apple et ça devient le Mac Pro devient un sous-produit. Et aller mettre de l'énergie pour ça. On parle de volonté, voilà. Oui, bon, bien sûr, ils ont largement les moyens, mais effectivement, il faut quand même trouver les talents. Il faut trouver des ingénieurs aussi dans la Silicon Valley, c'est un problème aussi. Et pour terminer notre inventaire, la Prévert des souhaits pour le prochain MacBook Pro, personnellement, moi j'aimerais qu'il y ait de vrais SSD. Voilà, et pas des barrettes qui soient soudées, y compris arrêter de souder la RAM pour des machines professionnelles, ce serait plutôt une bonne chose. Accessoirement, du Thunderbolt 3, le Mac Pro, il n'y en a toujours pas, il est toujours au Thunderbolt 2. Lorsqu'on s'adresse à des vidéastes, quand on voit le gain qu'on propose au Thunderbolt 3, c'est juste un crève-cœur. Accessoirement, on l'a dit depuis le début de cette émission, généraliser la touch bar. Expliquez-nous, je serais très curieux comment ils vont faire pour mettre une touch bar sur un clavier externe. Mais encore une fois, ils ont fait ce choix-là pour les MacBook Pro, un choix qui engage sur des années, un choix qui veut unifier des usages. Donc, je pense qu'ils y ont réfléchi. J'ai hâte de voir l'arrivée de ce Mac Pro. Rendez-vous en 2019. Après le Mac Pro DR Machine, qui a été oublié depuis des années, on l'a dit tout à l'heure, presque 4 ans par Apple, c'est le Mac Mini, bien sûr. Apple va-t-il finir par l'enterrer? On y répond dans ce prochain chapitre. Le Mac Mini va-t-il disparaître? Est-il condamné à disparaître? Plus de 1300 jours sans mise à jour. Le Mac Mini végète carrément dans la gamme d'Apple. Et pendant ce temps-là, la concurrence, elle s'active, elle innove. Je vous l'avais déjà présenté dans cette émission. Voici ce que propose Intel. Regardez. C'est le Mac Mini d'Intel. C'est un NUC, un mini PC, Thierry, encore plus compact que le Mac Mini, puisqu'il a la taille même pas d'un Apple TV. Et puis, c'est pas, Didier, un PC au rabais. Alors, bien sûr, l'alimentation est externe, parce que sinon, là, il y aurait il faut quand même pouvoir caser là-dedans, mais c'est assez incompréhensible cet immobilisme, et c'est important le Mac Mini dans la gamme Apple, Didier, parce que c'est l'une des rares machines sous la barrière psychologique des 500 €. En clair, c'est une formidable machine pour vulgariser l'usage du Mac, aussi bien chez les débutants qui n'ont pas forcément les moyens que dans les entreprises. Alors là, on va dire que je râle tout le temps, mais là, quelle tristesse pour une machine qui était censée être une machine de switcher, que Apple a maintenant largement les moyens de prendre des risques, entre guillemets, pour aller récupérer tous ces utilisateurs de Windows qui veulent des ordinateurs effectivement entre 500 et 1000 €, qui soient pas, en plus le Mac Mini, il est pas très gros, il est largement suffisant pour faire plein de choses, hormis les jeux et la 3D. Il y a beaucoup de vie dans le Mac Mini aujourd'hui quand même. Oui, mais ils auraient pu en profiter pour mettre, tu vois, des deuxièmes SSD, enfin, juste mettre à jour ces composants, même sans changer forcément le form factor. Là, la dernière mise à jour, c'était une blague vivante. Enfin, vraiment, ils sont passés de 4 cœurs à 2 cœurs, donc les machines étaient moins puissantes que les générations d'avant. Résultat, les gens maintenant ils cherchent les générations d'avant pour en récupérer. Enfin bon, c'est délirant. C'est délirant ce qu'ils ont fait avec ce Mac Mini. Et en plus, c'est même, là pour le coup, il n'y a même pas de raison entre guillemets économique, puisqu'il suffisait juste de mettre les dernières puces Intel, de mettre ça coûte rien, du Thunderbolt. Ça ne leur coûtait rien. Et cette machine, ils l'ont quasiment abandonnée. Ils ont dit, c'était, il y a Tim Cook qui a lâché une petite phrase sur le Mac Mini en disant que c'était une machine importante pour Apple. Bah oui. Alors, j'ose imaginer si elle n'était pas. C'est pour ça qu'on est en train de l'assassiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est surréaliste. Ça nous rappelle ce qu'ils ont fait pour les bornes Airport et les bornes Time Capsule qui n'ont pas évolué pendant 2 ans, 3 ans, et puis finalement qui ont été arrêtés. C'est assez de mauvaise augure quand même, Thierry. C'est pas quand même un signal très fort encore envoyé à ces utilisateurs qui presque se débrouillent tant bien que mal pour trouver des machines qui correspondent à leurs besoins. Il suffit d'ajouter un clavier et un moniteur et on a un Mac qui tourne assez bien. Oui, mais il faut regarder aussi le marché du PC qui est en déclin. Même si Apple arrive encore à maintenir des parts assez intéressantes, ce marché, il décline. Donc pourquoi si tu renouvelles pas tes Mac Mini, c'est sûr qu'il va décliner, ça, j'ai aucun problème. Mais regarde quand même ce NUC, quoi. C'est loin d'être un PC au rabais. Tu as un Core i7 de dernière génération. Et puis tu as une connectique riche. Tu as 4 ports USB 3. Oui, mais c'est un marché tu as une prise Ethernet gigabit. En plus du Wi-Fi, tu as une puce HD, une prise HDMI, et même tu as du Thunderbolt 3 sur un PC. What the fuck? C'est pas la philosophie d'Apple aujourd'hui. On est aujourd'hui dans le mobile, on est aujourd'hui dans les vocations de faire tourner des Mac avec des puces ARM, et on n'est plus du tout dans cette évocation d'une informatique et qui peut aussi être prise comme quelque chose de complètement dépassé et du passé. Alors pour le coup, c'est vrai que en renouvellement, avec cette totale absence de renouvellement des composants de cette machine, moi j'en ai une à la maison, elle est fantastique. Elle sert effectivement à jouer essentiellement derrière une télé dans la chambre d'une de mes filles, mais
je pense pas que cette machine va être renouvelée. Non, c'est de Elle est un l'abandon. grand avenir, malheureusement. Et ils peuvent Mais pas tu dire vois, autre chose que c'était important, mais bon, voilà. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est le marché du PC, oui, il est certes en déclin, mais les volumes restent quand même importants. Aujourd'hui, c'est plus de la stagnation que du déclin. Et puis Apple, là, c'est quand même engagé avec le monde de l'entreprise, avec IBM, etc. Et je trouve ça dommage qu'ils profitent pas de cette période pour s'installer vraiment durablement dans les entreprises, qui continuent à acheter ces tours Dell, tous ces PC tout pourris, et qui pourraient très bien remplacer par des Mac, parce que aujourd'hui dans les entreprises, tu as énormément de choses qui sont sur le web. Enfin, il y a moins besoin d'avoir Windows, tu vois, avec des clients. De moins en moins, en tout cas. Et puis tu l'as dit, c'est une machine importante pour les entreprises, parce que c'était une formidable, et c'est toujours pour les hébergeurs ou autres, un formidable mini-serveur pour beaucoup d'entreprises. On empile les Mac mini, ils se refroidissent vachement bien, ils ont une durée de vie remarquable, surtout si vous mettez un disque SSD. Bref, voilà, c'est incompréhensible. Et on se demande qu'est-ce qui passe par la tête des ingénieurs d'Apple, ou du moins des décideurs d'Apple. Il va falloir se réveiller en 2018, voire en 2019. On arrive tout doucement à la fin de la saison. On espère que la rentrée sera riche en nouveautés. Allez, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Alors, à ton avis, est-ce que tu sais ce que c'est que ça ? On dirait une petite pochette. Oui. C'est l'induction, c'est quoi ? C'est un panneau solaire. De circonstance. Un peu de plus loin pour que tu le vois. D'ici là, je pense qu'il y aura peut-être une vidéo qui sera en ligne, mais c'est un panneau solaire en fait qui te permet. Alors l'été arrive, tu vas faire de la rando avec ta femme, tes enfants, mais tu vas dormir sous la tente, et sous la tente, tu n'as pas bien sûr de prise. Non. Mais tu dois recharger ton téléphone. Dans un camping, mais bon, passons. Puisque voilà, mais dans ton téléphone, tu as quand même besoin de ton GPS, tout un tas de choses. Donc tu achètes ça vaut 80 € à peu près, et ça te permet donc avec 2 petits ports USB. Alors je sais pas si on les voit bien à la caméra, ils sont juste devant, ils sont étanches. Tu peux vraiment les mettre dans l'eau, etc. Donc c'est assez résistant. Il faut combien de temps pour recharger ton téléphone, ça, avec ça ? Alors ils te disent que ça peut recharger 14 watts, c'est-à-dire 2 smartphones en même temps. Moi j'ai testé, je suis pas arrivé au temps, je suis arrivé à la moitié à peu près, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que tu peux recharger un téléphone à peu près à 5 watts, donc comme un chargeur USB standard, à condition d'être en plein soleil, puisque si c'est ombragé, tu arrives encore à la moitié de ça. Mais je trouve que c'est une solution. La nuit, forcément. c'est pas mal quand même si tu vois en extérieur, un pique-nique et tout. Et c'est super léger en fait. Donc ça se met bien dans un sac, tu vois, c'est très fin. Ok. Bon. C'est Xstorm qui fait ça. Merci. Ça vaut combien, tu as dit ? 80 € à peu près. Ok, merci. Le prix d'une batterie externe. Donc ça reste. Mais c'est moins lourd qu'une batterie. Par exemple, si tu prends une grosse batterie, c'est quand même plus lourd que. Mais l'idéal, c'est d'avoir les deux. Merci Didier. De ton côté, Thierry. Moi, c'est un truc qui coûte pas cher, qui coûte rien, qui s'installe sur mon iPad Pro et qui a permis de le faire de nouveau fonctionner correctement. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Je suis iOS 12. Il marche mieux depuis qu'il y a iOS 12 ? Ah oui, non mais j'avais que des problèmes tactiles sur ces derniers jours, c'est-à-dire que même mes pouces n'arrivaient plus à faire sauter les applications quand on veut les enlever. Voilà, résultat. Voilà, peut-être que j'ai des gros doigts et tout ça. Ouais. Mais en tout état de cause, je suis vraiment surpris par la version bêta publique d'iOS 12. Qui est maintenant publique depuis. En plus, les mesures de sécurité qui ont été prises par Apple sur cette mise à jour sont assez remarquables, puisqu'on ne peut pas l'installer si on n'a pas fait une sauvegarde sur iTunes, donc sur son Mac, plus l'avoir... sur iCloud Non, même l'avoir déclaré comme étant une sauvegarde. La sauvegarde, en tout cas, on peut la sauvegarder. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vais y arriver. La sauvegarde chiffrée, tu veux dire ? Non. On réalise une sauvegarde sur son Mac, et après, on peut la déclarer comme étant archivée. Ça y est, j'ai retrouvé. Archivée, d'accord. Donc, il faut archiver sa sauvegarde, et à ce moment-là, on peut installer correctement cette bêta publique. Et cette bêta publique, en dehors des nouvelles applications qui, pour moi, n'apportent rien. Parce que c'est super, je peux faire des mesures... tu peux mesurer en 3D, c'est génial. Avec c'est génial. Mais en tout état de cause, j'ai jamais vu sur une bêta une performance aussi incroyable. C'est-à-dire que vraiment, là, je pense qu'on a dépassé le stade de la bêta d'iOS 11. C'est-à-dire qu'on a une version optimisée d'iOS 11 avec des applications qui, à côté, elles, restent effectivement en bêta. Alors moi, j'ai installé la deuxième version de la bêta qui est disponible depuis quelques jours, parce que la bêta 1 commençait vraiment beaucoup planter ces derniers jours sur mon iPhone. Je l'utilise vraiment sur ma machine, sur mon téléphone de tous les jours. J'ai pris des risques, mais pas le choix.
Et ça a l'air un peu plus stable. Par contre, la batterie, qu'est-ce qu'elle prend? Waouh! Mais bon, encore une fois, ça c'est normal, c'est une bêta. Moi, j'ai travaillé, messieurs, puisqu'on parle de Mac aujourd'hui, c'est une spéciale Mac. Quel est le défaut des Mac de nouvelle génération? Il n'y a pas assez de ports, bien sûr. Hein. Et pour rester donc, pour vous trouver une alternative, regardez le dernier dock Thunderbolt 3 de StarTech. Hein. Son nom, attention, il est compliqué, c'est le Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station for Laptops, à vos souhaits. Au menu, écoutez bien, 5 prises USB 3, un port USB-C, 2 ports Thunderbolt 3 aptes à recharger un MacBook Pro en 85 watts, s'il vous plaît, c'est important de le préciser. Un port Ethernet Gigabit, un port vidéo DisplayPort et surtout, sur la face avant, un lecteur de carte SD pour vos photos et vidéos et une prise jack pour votre, bien sûr, votre casque. Bref, vous l'aurez compris, c'est le dock idéal pour un MacBook Pro, voire un MacBook. Mais attention, le prix, hein, là, c'est vraiment n'importe quoi. Les fabricants de dock, réveillez-vous. On sait que les gens qui achètent des Mac ont besoin de connectiques, mais 659 € un dock, ça pique. Ça pique, voilà. Mais c'est un super produit quand même, mais 659 €, c'est un peu compliqué. Voilà, nous arrivons à la fin de ce 299e épisode dont on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. J'aimerais saluer une personne à qui j'ai beaucoup pensé ces derniers jours. Il s'agit d'Eric Ostachi. Eric a été l'un de mes premiers rédacteurs en chef lorsque je suis monté à Paris. Il nous a quittés cette semaine. Il n'avait seulement que quelques années de plus que moi. Son humour, sa gentillesse, son immense courage vont beaucoup me manquer. Je suis comme beaucoup de mes confrères qui ont eu la chance de le côtoyer très triste aujourd'hui. Et je pense très fort à sa famille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. On va essayer d'égayer un petit peu la fin de cette émission, la dernière de la saison, avec un invité exceptionnel. Tony Fadel, le père de l'iPod, soyez au rendez-vous, vous allez voir, c'est vraiment une émission magique. Il a joué le jeu, il a dit plein de choses, soyez au rendez-vous, on l'a déjà tourné. C'est peut-être l'une des plus belles émissions d'On refait le Mac depuis le début. On termine bien la saison, la semaine prochaine, la 300e, d'On refait le Mac. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour la 300e. Au revoir.